Dimanche 29 septembre de l'an 2019, bonjour à tous, bienvenue sur l'invité. Nous recevons sur nos plateaux aujourd'hui avec Adira Chirou, bonjour. Bonjour Naïdouan. Nous recevons donc Eugène Dosoumou, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes ancien secrétaire général du gouvernement, ancien président de l'autorité de régulation des marchés publics. Vous êtes haut conseiller au Conseil économique et social. Vous êtes membre du bureau politique du parti Bloc républicain. Bienvenue sur le plateau. Merci bien. Adira Chirou, très heureuse de vous avoir sur le plateau pour conduire l'entretien avec moi. Bonjour à nouveau Naïdouan, chers amis internautes, bonjour. Eugène Dosoumou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes acteur politique, le parti politique Force Coripo-Mbene Émergent est désormais en possession du récépissé définitif qui certifie sa conformité à la nouvelle charte des partis politiques. Alors, quelle appréciation vous en faites d'entrée du jeu? Merci beaucoup madame Nadège, merci Kader de me donner l'occasion de venir sur votre plateau. Je profite pour saluer les internautes qui nous suivent en ce moment. Pour en venir à votre question, avec l'obtention du certificat de conformité par le parti Les Forces Coripo-Mbene Émergent, je constate avec beaucoup de bonheur que la démocratie est en marche dans mon pays. Je note aussi avec beaucoup de satisfaction qu'il n'y a pas de discrimination a priori ou de discrimination de fait observée par le ministère de l'Intérieur à l'égard de telle ou telle formation politique. Pour peu qu'une formation politique veuille se mettre en conformité avec les dispositions de la charte des partis, eh bien, le ministère de l'Intérieur est disposé à lui délivrer le certificat de conformité. Je voudrais profiter donc pour féliciter le parti Force Coripo-Mbene Émergent. C'est vrai, nous sommes des opposants, mais si ton opposant fait bien, c'est toujours heureux de lui adresser les félicitations. Je voudrais donc les féliciter pour avoir fait la démarche qu'il faut pour obtenir le certificat. Désormais, ils ont une existence légale et peuvent animer la vie politique comme toute autre formation politique. Alors comment vous vivez un tout petit peu cette guéguerre entre les deux? Parce qu'on a finalement l'impression qu'il y a deux ailes au sein des Forces Coripo-Mbene Émergent. On a beaucoup de réactions. Au niveau du parti, il y a quand même des problèmes. Comment vous vivez ça? Bon, moi, je ne le vis pas particulièrement, oui, n'étant pas dès l'heure. Bon, mais tel que je vois, je me dis quand même que ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité dans une famille politique. Et peut-être vous allez nous demander, n'est-ce pas pour ces raisons-là que nous, entre-temps, nous avons décidé de nous mettre de côté pour voir les acteurs évoluer et voir comment ça va aboutir. Je note que le leader charismatique du parti FCBE, aujourd'hui, la partie qui est parvenue à obtenir le certificat de conformité, n'est-ce pas, a comme président d'honneur le même leader charismatique que ceux qui sont contre. Bien sûr. Le récépissé. La démarche entreprise. Que ceux qui sont contre la démarche entreprise. Mais il y a, à mon sens, lieu que ce leader charismatique prenne les mesures qu'il faut pour ramener de l'ordre autour de lui. En faisant quoi déjà? C'est à lui de savoir ce qu'il peut faire pour réunir ses enfants. Moi, je ne suis pas à sa place. Je ne suis pas chose. Mais ce que je constate, il est président d'honneur de ceux qui ont reçu le récépissé, président d'honneur de ceux qui contestent la démarche. À un moment donné, il faut qu'il tranche. Bon, c'est vrai, on a lu dans les réseaux sociaux une réaction qui lui est attribuée. Et c'est vrai, c'est faux, c'est sa réaction. Bon, on n'en sait rien. Mais peut-être
pour clarifier la situation, il aurait pu dire, eh bien, je suis contre la démarche qui a conduit à obtenir le récépissé, eh bien, je ne suis pas président d'honneur de cette équipe-là. Donc, on saurait de quel parti il continue d'être président d'honneur. Mais aujourd'hui, il est président d'honneur des deux. Alors, Eugène Dossoumo, dites-nous, qu'est-ce qui vous a... Vous étiez autrefois membre des Forces Corips pour un Bénin émergent. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous a amené à vous retirer de cette formation politique? Merci beaucoup. Eugène Dossoumo, en tant qu'individu, n'était pas dans les Forces Corips pour un Bénin émergent. Les Forces Corips pour un Bénin émergent, vous savez, cette formation politique a connu des mutations récemment. Tout à fait. C'était une alliance au départ. Au départ, c'était une alliance de partis. Du fait de l'appartenance de mon parti, moi j'étais du parti Faralafia. J'en étais d'ailleurs responsable. Du fait de l'appartenance de mon parti à cette alliance, bon, j'étais aussi de cette alliance. Mais au moment où les gens commençaient par se concerter pour aller vers la création d'un parti, et que mon parti d'origine, le Faralafia, n'a pas été consulté comme cela se devrait, n'a pas été associé. Mais en politique, lorsqu'on fait sans toi, on fait forcément contre toi. Donc, nous, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire pour aller vers la constitution d'un parti, du parti Forces Corips pour un Bénin émergent. Et le 1er juillet 2017, nous avons décidé de suspendre nos activités au sein de cette alliance. Bon, nous avons constaté, chemin faisant, que l'alliance s'est muée, enfin, est devenue parti politique. Bon, nous n'étant pas concernés par ça, pour ainsi dire, nous n'avons jamais été militants des Forces Corips pour un Bénin émergent dans son format actuel. Dans son format actuel, mais en tant qu'ancien collaborateur du président Boni-Yayi, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec le leader charismatique des FCBE? Bon, vous me donnez l'occasion peut-être de remercier le président Yayi Boni pour la chance qu'il m'a donnée d'avoir été un de ses proches collaborateurs. Mais ça vous avez occupé de hautes fonctions. Exactement. Mais cela n'a rien à voir avec la question d'ordre politique. Au moment où j'allais, je vais être précis, au moment où j'ai été identifié pour collaborer avec le président Yayi Boni, je vais vous dire, c'était le 12 avril 2006. Le 12 avril 2006. C'est-à-dire quoi? Le président Yayi Boni a prêté serment le 6 avril. Le 7 avril, il était au Nigeria. Le 8 avril, il a mis en place son gouvernement. Le 12 avril, je faisais partie d'un certain nombre de cadres qu'il a invités pour travailler avec lui, individuellement, sans chercher à savoir quelle était la formation politique. La formation politique d'origine, à quelle formation politique j'appartenais. Donc, nos rapports n'étaient pas d'ordre politique. Et je comprends que durant toute ma collaboration avec lui, je ne sois pas de son carré, n'est-ce pas, très rapproché, qui décide des questions d'ordre politique. Donc vous étiez un cadre purement technique. En tout cas, j'étais secrétaire général du gouvernement avec tout ce qui entourait cette formation. Le secrétaire général du gouvernement n'est pas... si on veut lui faire l'honneur, on lui fait l'honneur, il assiste aux réunions à un niveau donné, mais sans voix délibérative. Non,
le secrétaire général n'a rien à dire. Alors, aujourd'hui, vous êtes membre du parti politique Bloc républicain. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment se déroulent les activités politiques entrant dans le cadre de l'animation de la vie politique nationale? Les activités se déroulent très bien au sein du parti Bloc républicain, dont je suis membre du bureau politique. Le 8 décembre 2018, nous nous sommes réunis en congrès constitutif dans la ville de Parakou. Ça a été l'apothéose, alors que d'aucuns pensaient qu'on ne pourrait pas le faire, mais nous avons réussi. Ce n'est pas ça qui est l'important. L'essentiel, c'était de réussir à nous constituer en formation politique suivant la nouvelle charte des partis politiques. Après cela, nous avons pris les dispositions pour nous conformer donc, aux dispositions de cette charte et obtenir notre existence légale. Nous avons participé aux dernières législatives. Nous nous en sommes sortis avec 37 députés aujourd'hui. Voilà, et puis, bon, avec, j'allais dire, aussi la bonne volonté du chef de l'État, que nous saluons très respectueusement, il a fait entrer dans son gouvernement 10 membres du bloc républicain. Donc aujourd'hui, le bloc républicain compte 10 membres au sein du gouvernement, des hommes comme des femmes. Ensuite, le bloc républicain donne la priorité aujourd'hui à la jeunesse. Vous voyez, lorsque nous nous réunissons, au lieu que ce soit des anciens qui ont été souvent vus, nous préférons laisser la parole à des plus jeunes qui sont en train de faire leur apprentissage aussi de la chose politique. Il est bien entendu que quand ces jeunes, ces femmes finissent de parler, le premier responsable du parti, en la personne aujourd'hui du ministre d'État Abdoulaye Bior Tchané, qui est le premier secrétaire, qui est le secrétaire général national de notre parti, lui, il vient faire la synthèse et puis il situe et clarifie les choses. Alors, pour me résumer et répondre de façon concise à votre question, ça marche très bien. Ça marche pour le meilleur des mondes au sein du bloc républicain. La femme est quand même bien traitée au sein du bloc républicain. En fait, la femme bien traitée, c'est un idéal. Mais ce n'est pas la volonté qui manque. Lorsque vous prenez notre statut, c'est clairement écrit dans notre statut que les jeunes, lorsqu'il y a des postes dans lesquels il faut promouvoir des membres du bloc républicain, priorité doit être donnée aux jeunes et aux femmes jusqu'à l'ordre de 30% au minimum. Lorsque vous voyez à l'Assemblée nationale aujourd'hui, le bloc républicain compte plus de femmes au sein de l'Assemblée nationale. Et les jeunes qui sont dedans, beaucoup sont membres du bureau politique et qui accompagnent et suivent comment les choses se déroulent dans ces instances importantes au sein d'une formation politique. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué le cas des élections législatives, dont vous êtes sorti avec 37 députés, qui est moins par rapport au nombre que l'Union progressiste a pu avoir à l'issue de ces élections législatives. Dans quelques mois, nous aurons les élections municipales et communales. Est-ce que les préparations se déroulent de manière active? Parce que quand on sait que ces élections communales, il y aura des partis comme le Parti du Renouveau démocratique, l'Union démocratique Communée Nouveau, FCBE, qui est une véritable machine politique qui est désormais dans la danse. Est-ce que ça ne va pas, un temps soit peu, essayer de changer les donnes sur le plan politique? C'est sûr que
il y aura plus de concurrents aujourd'hui. Une vraie bataille. Aux législatives, nous n'étions que 2 partis. Pour autant, la partie n'a pas été moins rude. Pour autant. On s'était affronté sur le terrain comme si ce n'était pas deux membres de la même famille. Bon, cela dit, les communales qui s'annoncent avec des challenges beaucoup plus relevés, avec l'implication de nouveaux partis. Mais il faut le faire, c'est une excellente chose qui est plus de partis. Et c'est en cela qu'on va pouvoir jauger, disons, l'occupation du terrain par chacune des formations politiques. Et nous nous préparons déjà à cela. Le samedi dernier, c'était le samedi, je ne sais plus. 24 C'était le... Non. Le samedi 21. 21 septembre, voilà. Le samedi 21 septembre. Il y a eu une grande rencontre du bureau politique de notre parti qui a essayé de jeter les bases de réflexion s'agissant donc de ces élections communales qui vont être, qui auront lieu en 2020. Donc nous nous préparons. Nous nous préparons. Ce qui est sur la bataille, c'est sur le terrain. Alors, on va s'affronter. Alors, Eugène Dossoumo, vous êtes cadre technique, vous êtes acteur politique. La grande actualité qui défraie la chronique aujourd'hui au Bénin est la crise que traverse le Bénin avec le Nigeria. Le Nigeria qui a fermé ses frontières aux pays voisins, dont le Bénin. Cette crise qui devait durer 28 jours continue de s'accentuer. Quel regard vous y portez? Avec les difficultés évidemment des populations et des commerçants. Des commerçants qui ont du mal à faire écouler leurs produits, qui ont du mal à s'approvisionner en essence par exemple. Bon, très bien. Je vais commencer quand même par déplorer toutes les difficultés, regretter peut-être toutes les difficultés que vivent aujourd'hui nos populations. Mais sans être cynique, mais dans un genre de réflexion, moi je trouve que c'est quand même une bonne chose. Pourquoi? Ça peut vous paraître paradoxal, mais je trouve que lorsque on n'est pas confronté à des difficultés et que on ne prend pas des dispositions pour vaincre ces difficultés et que au bout du rouleau, on sente qu'on a vraiment vaincu ces difficultés, mais on ne se sent pas homme. Ce que le Nigeria nous a fait, au-delà de l'émotion, au-delà des difficultés qu'il faut déplorer, qui existent, et évidemment qu'on déplore, mais au-delà de ça, il faut aller au-delà. Ça nous appelle à quoi? À davantage de réflexion pour nous prendre en charge. Qu'est-ce que le Nigeria nous reproche? Encore que ce qui est en train de se passer aujourd'hui n'est pas inédit dans les rapports entre le Bénin et le Nigeria. Souvenez-vous qu'avait déjà le même président Buhari, c'était du temps de la Révolution dans notre pays, n'est-ce pas? Il y avait déjà eu quelque chose de ce genre. C'est un coutumier des faits. Où du jour au lendemain, des Béninois ont été rapatriés du Nigeria pour le Bénin ici. Et pourtant, le Bénin est parvenu à gérer ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas, à une période encore plus récente, je veux dire lors de la période du président Kérékou, 1996 à 2006, bien sûr. C'est vous la mémoire de la nation, qui vous souviennent que le Nigeria, c'était sous le président Obasanjo à l'époque. Bien sûr. Dans l'affaire Amani Tidjani, qui a défrayé la chronique. La chronique en son temps. Le Nigeria avait également bien sûr fermé les frontières. Tout à fait. N'est-ce pas? Bon. Mais ce qui est peut-être dévalorisant,
à l'époque, c'est que le président du Nigeria, en la personne de son Excellence le président Obasanjo, est descendu au Bénin, s'est trouvé un tableau avec clé en main pour démontrer au Bénin qu'il faut aller à la production. Avons-nous besoin que ce soit un président? Parce qu'il faut rappeler ces faits. Bien sûr. Pour titiller un peu l'orgueil, la fierté d'être béninois. Moi, je dis encore une fois... Et ça va être un sursaut dans la tête du général à l'époque. Bien sûr. Exactement. Dans la tête du général Mathieu Kérékou à l'époque. Et à la suite de ça, on a inventé un certain nombre de choses à l'époque. Qui avait pensé qu'il faut organiser les rizeries de Malanville et de Glazué. C'est à partir de ces faits-là que déjà le président Kérékou a commencé par initier ces choses. Puisque le Nigeria nous dit, ne me renvoyez pas le riz pakistanais, le riz japonais et autres, que vous ne consommez pas ici et que vous déversez sur mon marché. Moi, j'ai pris des dispositions pour en produire. Vous-même, si vous voulez exporter du riz, envoyez-moi du riz produit au Bénin. Je n'ai même pas besoin de faire chose. Et puis, l'import-export. C'est ça qu'on appelle commerce. En fait, quand on réfléchit bien, c'est ça qu'on appelle commerce. Non. Quand on visite la balance commerciale, si ce n'est pas le Nigeria qui nous supporte, en fait, la balance commerciale du Bénin est largement déficitaire, dans ce sens-là. Parce que nous importons beaucoup et nous exportons peu. À partir de cet instant, les gens viennent nous donner. Nous sommes tellement restés dans, je ne sais pas, je vais dire dans la fainéantise, prêtez-moi le mot, je ne sais pas, à ne rien faire, que ce sont d'autres qui viennent nous dire ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Ça, c'est ça que moi je trouve d'humiliant. Donc, si de cette humiliation, les Béninois peuvent se dire, ah, mais nous avons quand même une fierté. Nous avons quand même une fierté. Nous appartenons à un pays. Le Bénin, de par son étendue, est un petit pays, certes, comparé au Nigeria, je veux dire, mais le Bénin ne manque pas d'hommes braves, travailleurs, qui peuvent faire la promotion du Bénin. Alors, de ce point de vue, moi je dis, produisons suffisamment du riz au Bénin et arrêtons d'importer du riz de ces pays-là à qui nous donnons beaucoup de devises. Qu'est-ce que nous-mêmes nous gagnons dedans en réalité? Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est des sentiments que cela suscite à moi pour dire que, bon, parfois quelque chose, malheur est bon. Si c'est ça qu'il faut que le Nigeria nous fasse pour réveiller le sursaut patriotique, pour titiller en nous le sursaut patriotique, pourquoi pas? Nous allons traverser cette période de difficulté, mais nous en viendrons à bout. Donc ce n'est pas la peine de penser que c'est parce que notre président a fait ci, le président n'a pas fait ça, que le président du pays voisin fait ci ou fait ça. Mais si on dit que c'est notre président qui a fait ci, qui a fait ça, et le président du Niger, qu'est-ce que lui a fait? Et le président du Cameroun, dont la frontière aussi est fermée, qu'est-ce que lui a fait au président du Nigeria? Donc arrêtons de trouver des boucs émissaires, de trouver des boucs émissaires, des intoxications qui n'ont pas lieu d'être. La crise politique actuelle. Le temps d'aujourd'hui, c'est un temps qu'il faut prendre pour s'asseoir et mieux réfléchir. D'ailleurs, dans ce sens-là, je ne dévoile pas un secret. Le Conseil économique et social dont je fais partie aujourd'hui a initié un genre de séminaire qui va être animé dans les semaines qui viennent sur les relations du Nigeria et le Bénin, atouts et faiblesses et perspectives.
il faut qu'effectivement ça s'aille pour bien voir qu'est-ce que le Nigeria tire de nous, qu'est-ce que nous tirons du Nigeria, pour que à chaque fois que le Nigeria ferme ses frontières, on ne commence pas à crier ici, c'est celui-ci qui a fait ci, c'est celui-là qui a... Non, je ne crois pas. Merci beaucoup. Eugène Dossoumoun, nous sommes presque à la fin, Eugène Dossoumoun, nous sommes presque à la fin de Déjà. l'entretien. Oui, vous nous direz un mot quand même sur le regard que vous portez sur la gouvernance du président Talon en général. C'est vrai que dans les rues, ça change quand même un tout petit peu. Il y a l'asphaltage qui est après... Oui. Et qui vous souviennent qu'il y a quelques mois, quand j'étais passé ici, il y a environ 1 an ou 1 an et demi, il y avait, vous m'aviez posé la même question et j'avoue que j'avais des difficultés parce qu'à l'époque, on ne voyait pas encore très clair, mais le président était sûr de ce qu'il faisait parce qu'il savait là où il allait. Et il dit, écoutez, chers compatriotes, il a pris cette image-là de la marmite qui mijotait et que bientôt nous allons pouvoir goûter aux fruits. Au jour d'aujourd'hui, pour un Béninois qui sait voir, on constate que le fruit des efforts, donc la marmite qui était sur le feu, qui mijotait, a commencé par faire sortir quelques aliments cuits. Aliments cuits. Nous avons l'asphaltage pour faire du bien de faire remarquer ça. Mais il y a beaucoup d'autres projets. Vous avez constaté que ces derniers temps, toutes les rencontres gouvernementales, les conseils des ministres, à l'issue de ces conseils, c'est des mesures sociales. C'est des mesures sociales en faveur des couches vulnérables. Moi, je voudrais encourager le chef de l'État à poursuivre dans ce sens, parce que nous sommes un pays où la paupérisation n'est pas, disons, quelque chose de... Ce n'est pas une vue d'esprit, c'est quelque chose de tangible. Si vous descendez sur le terrain, comme il m'arrive moi de le faire, vous touchez du doigt ce qu'on appelle la pauvreté, au vrai sens du terme. Lorsque tout un ménage se lève toute une journée et n'a pas 100 francs, pas 100 francs, je dis, 100 francs, alors que ils doivent quand même manger. Et c'est des citoyens béninois. C'est des citoyens béninois. Donc, les mesures entreprises donc, par le gouvernement et qui, sur le terrain, commencent par se faire remarquer, c'est une excellente chose. Nous ne pouvons qu'encourager le chef de l'État et son gouvernement à aller dans ce sens et dans le programme d'action du gouvernement qui a été initié. Merci à vous, Eugène Dossoumoun. Vous êtes ancien secrétaire général du gouvernement, ancien président de l'autorité de régulation des marchés publics. Vous êtes haut conseiller au CES, membre du bureau politique du parti Bloc républicain. Est-ce que vous avez un mot de fin? Merci beaucoup. Au titre de mot de fin, je vais encore une fois vous remercier et profiter de cette occasion pour dire quand même, face aux difficultés actuelles de fermeture des frontières avec le Nigeria. Je dis, c'est dur, il faut le reconnaître, mais on ne reconnaît les durs que quand c'est dur. Et je suis sûr, je suis convaincu qu'on parviendra donc à venir à bout de ces difficultés, pour peu que nous y mettions de la volonté, pour peu qu'en nous, il existe encore cette fierté, cette corde patriotique de faire en sorte que notre pays se comporte quand même comme un État souverain. J'en ai entendu qui disent il faut aller s'agenouiller, il faut aller faire ci, il faut aller ça. Un État ne va pas s'agenouiller devant un autre État. Même s'il est petit. Un État ne va pas s'agenouiller devant un autre État. Les États traitent d'égal à égal. Et ne pensons pas que le Nigeria n'a pas d'intérêt. Je suis peut-être revenu dessus comme mot de fin, juste pour lancer un appel à un sursaut patriotique à mes
concitoyens pour que nous restions mobilisés devant notre président, derrière le gouvernement, pour trouver avec lui la solution idoine pour sortir de ces difficultés. Les grands peuples ne deviennent grands que parce qu'ils parviennent à affronter les épreuves et à en venir à bout. Voilà, encore une fois, merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur votre antenne. Merci à vous, Viendo Soumou Kadirachirou. Merci d'avoir fait l'entretien avec moi. Portez-vous bien. Excellent dimanche en compagnie de le programme. Au revoir.